Ah, t'es pas mal aujourd'hui. Tu t'es levé et sans raison, t'es pas mal. Je te vois, hein, tu te sens à l'aise avec la vie. On est en octobre, il fait pas très beau, mais t'es pas mal, mon salaud. C'est peut-être parce qu'on est vendredi que tu vas voir tes potes ce soir. Vu que t'es pas mal, tu vas même draguer un peu. Tu vas danser, sûrement, boire un peu ou l'inverse, mais t'espères être toujours pas mal demain. Voire même peut-être encore mieux. Peut-être que t'es pas mal aussi parce que t'es un supporter de foot. Pas n'importe lequel, t'es supporter de Lens, de Lorient, de l'Union de Berlin, de l'Udinese, de Brighton ou de l'Athletic Bilbao. Peut-être qu'à ta vie morose, t'as rajouté des petits frissons, des émotions qui étaient enfouies depuis quelque temps sans jamais savoir quand elles allaient revenir. Et t'es pas mal du tout même. T'as cette sensation que pas mal de tes collègues, de tes potes, de ta famille ne comprendront pas. Je parle même pas de ceux qui ne suivent pas le foot, eux ils sont perdus. Je parle de ceux qui supportent les gros, ceux qui se sont habitués, ceux qui ne ressentent plus grand chose, ces toxicos qui ont besoin de continuellement augmenter la dose pour encore vibrer, ceux qui se battent pour l'unique caillou de crack annuel qui peut encore faire lever de leur chaise. Pour eux, la surprise est quasiment toujours négative. Mais toi, t'es pas mal. Regarde-toi arriver au bureau le matin, la tête haute, ton tatouage du visage de Régis Lebris caché sous ta chemise. T'es pas mal parce que t'as pour une fois un peu le droit à ce qui ne t'est pas autorisé d'habitude. Pas destiné, pas prévu. Comme un serviteur qui aurait volé un bout de brioche à ses seigneurs lassés de cette opulence qu'ils prennent pour acquise. Toi t'en profites bien mon salaud de ton bout de brioche, hein. Tu vas en aimer chaque bouchée, chaque saveur, car tu sais aussi que ça ne durera pas, alors tu profites. Tu te vends pas des rêves délirants mais tu profites bien. Toi t'as toujours été humble, t'as jamais réclamé beaucoup plus que ce qu'on te donnait, et là c'est ton tour. Tu sais pas pour combien de temps mais c'est à toi. Alors t'as raison, prends tout ce que tu peux. Bientôt l'ordre des choses et ces billets bien ordonnés ne manqueront pas de te remettre à ta place, de ceux qui n'ont que les miettes, de ceux qui n'ont que des petits bouts, des petites phases, mais aussi de ceux qui rêvent encore, de ceux qui savent encore la saveur des choses et celle de la victoire, même la petite, de ceux qu'on ne regarde jamais et qui parfois, seulement parfois, profitent pleinement de la lumière qu'on leur donne. Toi t'es de ceux-là, tu l'as pas choisi mais t'en es, et finalement tu te dis que c'est bien. Combien t'en as vu des mecs qui regrettent ce temps, avant de basculer chez les puissants, ce temps où ils vibraient encore, ce temps où ils savaient apprécier et ressentir chaque émotion, ce temps où l'abondance ne les avait pas anesthésiés. Alors t'es pas mal et je suis content pour toi. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible, que tu t'en souviendras, et que dans quelques années, les yeux mouillés, tu te rappelleras ému de cette période sur laquelle tu auras déposé un filtre sépia, et tout en racontant ça à ton fils, ta sœur, tes petits-enfants, tu leur diras « c'était pas mal quand même », ton tatouage de Régis Lebris toujours planqué sous ta chemise. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième émission de la saison. J'espère que vous êtes pas mal vous aussi, moi c'est plutôt le cas et on va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, au moins une petite heure tous ensemble. Je vous présente ceux avec moi qui vont m'aider pour ça. Un petit nouveau, recruté au mercato d'été. Tu peux le croiser dans les travées du Stade Bauer sur une scène de rap underground ou maintenant dans tes oreilles chez 11e art, mais avec toujours le même objectif, régaler tes oreilles de son flow. Comment ça va Thomas, bienvenue. Bah merci, ça va très bien. T'es en forme ? Je vais essayer de vous régaler le plus possible. J'ai dit ça pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai dit ça parce que tu viens de sortir un EP. Ouais, bien sûr. Ton activité à côté. Mais c'est des activités secrètes et je laisserai les gens diguer. En plus, mon flow vieillit petit à petit, mais ouais, j'ai espoir que ce soit en fût de chêne. Donc, je préfère parler de tes activités secrètes que celles de Val qui sont moins de 18. Lui justement c'est pas un petit nouveau, vous commencez à bien le connaître, vous pouvez aussi le croiser dans les travées du Stade Bauer, dans le public d'une scène underground ou chez 11e art, mais avec un objectif bien différent, régaler son gosier de toujours plus de bière bon marché. Ça va Val ? Écoute, ça va bien par rapport au Stade Bauer, mais par contre ça va pas très bien. Je me suis pas trop reconnu dans ton introduction par exemple. Un dimanche soir difficile là, la semaine dernière, avec une magnifique défaite lyonnaise qui s'enfonce dans la médiocrité toujours plus, mais sinon à part ça va bien, ouais. Mais entre Lorient et Lens, tu fais vivre par contre les émotions aux autres. Faut vraiment que j'arrête de te présenter comme un infâme porc à chacune de mes intros parce que les gens vont finir par y croire. J'y ai réfléchi après avoir fait passer Flo pour un nazi l'an dernier. Maintenant les gens vont t'imaginer genre avec un IMC vraiment maladif quoi. Et un autre habitué de Poteau Carré à mes côtés, lui il fait partie de ceux qui ont basculé, de ceux qui parfois clament qu'ils regrettent la Amara Diané, John Arne Risseux ou encore Siaka Tiéné, de ceux qui vivent de manière plus épisodique. Pour lui gagner le week-end est une formalité et je sais pas si je t'envie forcément Flo, ça va ? Écoute, ça va. Ouais, mais l'avantage c'est que j'ai quand même mangé mon pain noir pendant une bonne paire d'années, donc j'ai pu. Oui, t'as su apprécier. J'ai su apprécier, mais c'est vrai qu'on arrive. Mais maintenant ton palais est anesthésié. Ouais, maintenant. mais m'ordonner un petit peu, ça mangerait pas de pain justement. C'est vrai. Bon les gars, je vous fais rapidement la classique, la petite question accoudée aux zinc du RAD. On l'avait déjà fait en Ligue 1 au début de la saison, et ça me ferait marrer vu que vous êtes des aficionados du football outre-Manche. On va le refaire avec le football anglais, comme ça on prendra les paris en fin de saison. J'aimerais bien que vous me fassiez ce que vous voyez en fin de saison en première ligue comme top 4 et vos 3 relégués.
Eh ben, c'est une très bonne question. Forcément, il y a la petite sensation Arsenal. On a tous envie que ça dure. Après, le seul souci, en fait, c'est que c'est plus un championnat. C'est qu'on est rentré dans quelque chose de nouveau avec Manchester City. C'est un cheat code. C'est même plus un cheat code. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je suis complètement démuni. Donc évidemment, il y aura City. Je mettrais bien quand même Tottenham. Je trouve ça assez solide et ils ont ce côté un peu bosseur qui fait trouver des places européennes. Et je mise sur un petit Arsenal qui complétera avec Chelsea ou Liverpool s'ils se réveillent le quatuor. Donc on a City en 1, après tu les mets où? City en 1, je mets Tottenham en 2, à mon avis c'est très sérieux. Ouais. Et je mets Arsenal qui s'effondre mais qui accroche la 4ème place derrière Chelsea. Classique Arsenal. Voilà. Mais qui quand même réussit la 4ème je pense cette année. Partial et osé. Et ta charrette de 3? Dernier c'est vraiment Nottingham Forest, j'ai trouvé ça infâme, ça faisait rarement franchement longtemps que j'avais pas vu des matchs pareils. C'est normal, on a fait une émission sur l'année dernière en disant qu'ils allaient peut-être se maintenir. Exactement, donc tout se mérite finalement. Et c'est ouf, chaque année, comme avec Fulham avant, les clubs n'ont pas compris que de recruter 22 mecs et d'en virer 23, ça fait jamais une bonne saison. Tremble bien Régis Lebris qui va arriver. Ouais. Et du coup il y aura Nottingham tout derrière, je pense que Leicester va se sauver, Wolverhampton va se sauver aussi. Et moi, il y a 2 équipes qui m'inquiètent. C'est déjà Bournemouth parce que je pense qu'à un moment donné, jouer au foot, ça marche pour gagner. C'est faible, hein, Bournemouth. Et là, franchement, ça va plus du tout. Et ensuite, j'ai un peu peur pour Leeds et Aston Villa. C'est des profils de clubs qui, pareil, peuvent s'effondrer. Et c'est dommage parce que c'est des vraies places fortes du football anglais. Donc ça me ferait chier, mais j'ai un peu peur. Tu te mouilles plus sur Leeds ou Aston Villa, du coup? Je me mouille un peu plus sur Leeds parce qu'ils sont vraiment pas passés loin l'année dernière. Et là, j'ai peur que... Du coup je vais commencer sur les 3 de derrière là, comme ça on enchaîne sur le même sujet. Effectivement moi je vois Nottingham aussi tout derrière. Pour le coup je vois bien Leicester descendre. Je pense qu'il y a vraiment une question de... Alors la fin de cycle de l'épopée de Leicester, elle est évidemment, cette page là elle est tournée, mais on n'a plus de leader dans cette équipe. Les blessures à répétition de Vardy je trouve sont très inquiétantes. Je suis assez inquiet et je trouve que dans le jeu c'est assez triste. Et ils ont quelques individualités encore, je pense. Ouais, notamment, mais même au milieu. Barnes, c'est pas mal. Ouais, exactement. NDD, c'est quand même pas zéro. On a eu des très belles équipes descendre avec des vraies individualités en première ligue. Par exemple, Bordeaux avec. J'ai plus d'individualité là, mais. Avec Josh Maja. Ouais, voilà. Josh Maja, je l'avais plus. Et derrière, j'ai une hésitation entre Bournemouth et Southampton, mais quand je vois que Bournemouth ils ont pris 19 buts, alors certes ils sont 13e, ce qui est pas infamant, mais ils ont pris déjà 19 buts. Ça fait beaucoup de pros. Donc Nottingham, Leicester et Bournemouth pour moi. Et sur les 4, en 1, City, il n'y a aucune hésitation. En 2, je vois Arsenal. En 3, Chelsea. En 4, Tottenham. Donc je ne vois pas, je vois pas Liverpool s'insérer dans la lutte pour les 4. On a les mêmes. Mais moi, ils m'inquiètent, ils ont perdu trop de points. Ouais, je pense. exactement. Par contre, deuxième partie de saison, il y a des 4 qui sont pas à la Coupe du Monde. Liverpool peut aller chercher une place en Ligue des Champions hors championnat aussi. Oh, ça se mouille vraiment là. Du coup moi je vais finir, j'ai exactement les mêmes que Thomas sur la relégation, donc Nottingham, Bournemouth, Leeds, et sur les 4 de devant, évidemment je mettrai City parce que bon, tu l'as parlé, le cheat code est incroyable. Moi je pense que Arsenal va réussir à se maintenir et peut-être même à les titiller, se maintenir. D'accord, tu les vois se maintenir à ce niveau-là, je veux dire, peut-être même à les titiller City, bon peut-être pas jusqu'au bout mais assez loin. Je pense que Chelsea va remonter avec l'arrivée de Graham Potter et j'ai envie de croire en la petite surprise de ce début de saison en Brighton avec l'arrivée de De Zerbi qui parce que moi je suis un peu un hipster, hein. Je te vois venir Jules déjà avec ta petite insulte, mais j'ai envie d'y croire parce que je pense que Liverpool est à la bourre et que Conte n'arrive pas à mettre en place son jeu à Tottenham, donc let's go pour Brighton. Je comprenais pas pourquoi tu voulais à tout prix emprunter mon micro plutôt que celui de Flo, mais c'est parce que comme ça du coup tu me baillonnes pendant que tu parles. Et quand je dis baillonne, ça te fait plutôt penser au jambon qu'au baillon. Et d'ailleurs Flo, très bon flair, bien joué d'avoir parlé de Leicester qui sont en train de gagner 3-0 à la mi-temps contre Nottingham au moment où on parle. En même temps c'est contre Nottingham. Oui c'est vrai, voilà. T'as de la chance. Bon les gars, on verra en fin de saison, on comptera les points comme pour la Ligue 1. En attendant, on va passer au gros sujet direction l'Outre-Rhin.
On a longtemps voulu parler de ce club la saison dernière, et là ça y est, on peut plus trop esquiver. Encore en 4ème division allemande, il y a 15 ans, l'Union Berlin, petit club de Berlin-Est, est en train de régner sur la Bundesliga, devançant tous les habituels cadors. Alors on se doute que ça va pas forcément durer, que ça va être très dur même de rester en haut du tableau pour le club de la capitale, mais on voulait revenir sur ce club familial, pétri de valeurs, un petit ovni dans ce paysage surcapitalistique du foot actuel. Et pour ça, avant de voir les hommes qui le font et sont responsables de cette incroyable évolution, on va peut-être revenir un peu, les gars, comme d'hab, sur l'histoire de ce club et retracer un peu la chronologie. Effectivement, c'est un club assez particulier. C'est un club qui est créé, alors officiellement sous son nom et son format actuel en 1966, mais en réalité le club il se base sur un club déjà existant, le FC Olympia, qui a été créé en 1906. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1949, au moment de la séparation de l'Allemagne en deux États, le club va se diviser également en deux. La majorité de ses joueurs, parce que géographiquement il est situé dans la zone de Berlin-Est, donc du coup la majorité de ses joueurs va fuir Berlin-Est pour se réfugier à Berlin-Ouest. Ils vont créer le SC Union 06 Berlin côté ouest, mais le club que nous intéresse va rester du côté de Berlin-Est, et pour le coup il va avoir beaucoup de changements de nom dans cette période de division des deux clubs pour le club de Berlin-Est, pour trouver finalement le nom définitif en 1966. Et pendant toute cette première partie, après la séparation des deux États allemands, donc du côté de la RDA, l'Union Berlin va être très très liée au syndicat de la métallurgie, et particulièrement de l'industrie automobile. Donc il va y avoir pas mal de noms qui vont changer dans ces années-là autour du Motor Union, Motor Berlin, avant donc de trouver le nom officiel et définitif en 1966, au moment de la restructuration en fait du foot en RDA. Mais d'ailleurs, c'était déjà historiquement, quand tu parlais du FC Olympia, c'était déjà historiquement un club très axé, enfin très ancré dans cette culture ouvrière, Ouais. à tel point que les couleurs du club étaient le bleu, en référence évidemment au bleu de travail des ouvriers de la région. Et en plus de la culture ouvrière du club, tu l'as mentionné, c'est un club de l'Est et qui a une très forte identité à l'Est, malgré le fait qu'elle n'était pas toujours en phase avec le pouvoir en place. Ça, on pourra en reparler, mais l'identité Berlin-Est liée au syndicalisme, aux usines qu'il y avait dans cette partie-là de la capitale allemande, elle est très importante aussi pour la suite de l'histoire de ce club. Ouais, ce qui est marrant en fait dans la construction de ce club et dans la construction de l'identité de l'Union Berlin, et notamment à partir de 1966, c'est son opposition au grand rival qui est le grand club de l'Allemagne de l'Est de l'époque, qui est le Dynamo Berlin, qui pour le coup, comme tous les clubs Dynamo, appartient à la police politique, la fameuse Stasi, et donc au ministère de l'Intérieur. Et c'est un club qui est très très largement favorisé à l'époque par des décisions arbitrales, qui en plus a des moyens financiers octroyés par la Stasi et par le ministère de l'Intérieur beaucoup plus important que les autres clubs, et notamment donc que l'Union. Ils vont faire 10 titres de champion, consécutifs à cheval sur les années 70-80. Donc il y a vraiment une surdomination du Dynamo, et à cette époque là en fait l'Union Berlin est un club de la première division de RDA à cette rivalité, mais c'est vraiment un nain en raison à la fois de l'absence de résultats, de l'absence de joueurs. Et par contre ce qui structure vraiment ce club, c'est son côté déjà rebelle et opposition au Dynamo, à la Stasi et au pouvoir politique et à l'oppression qu'il y a à ce moment-là en actuel RDA. J'ai jamais vu un début d'émission aussi rayonnant. Histoire Berlin-Est, t'étais à deux doigts de venir avec des verres fumés et un impair, quoi. il est vraiment dans son jardin flot. Toi, tu voulais réagir un peu là-dessus, après ça, débrouille-toi. Mais... J'avais une anecdote en fait pour illustrer justement cette opposition au pouvoir, au gouvernement en place à l'époque dans le club de l'Union. C'est qu'au moment où ils tiraient les coups francs, il y avait toujours un signe de protestation, et les supporters chantaient "À bas le mur", qui était aussi une référence évidemment au mur de Berlin. Voilà, c'était une petite anecdote sympa pour illustrer un peu ce que disait Flo. Mais tu racontes bien. Mais en fait, du coup, finalement, là, on parle pas mal d'anecdotes politiques, historiques, etc. Mais c'est un club qui n'a jamais eu une grosse importance dans le visage footballistique de l'Allemagne. Déjà, c'est le club de Köpenick, qui est un tout petit quartier qui est assez excentré dans Berlin-Est. Donc c'est pas non plus le club symbole de Berlin-Est. Effectivement, à l'époque, on se représentait plus ça du côté du Dynamo. Donc ça a toujours été un espèce de petit frère qui a voulu trouver sa place. Donc sa place, ça s'est aussi fait par l'opposition à l'Union, mais en même temps un peu perdu parce qu'ils étaient aussi à l'Union, au Dynamo, pardon, mais aussi au Hertha. C'est-à-dire qu'ils détestent à la fois le club de l'Ouest, mais ils aiment pas non plus trop le grand frère de l'Est. Il y avait ce côté un peu hipster déjà qui existait, du genre on est un peu le club de la Cambrousse de Berlin-Est, personne s'intéresse à nous, va bien falloir qu'on existe. Et puis il y avait aussi le fait que Köpenick, c'est un quartier qui a été très très marqué par l'histoire nazie,
C'est un quartier qui a été marqué par des vagues d'arrestations, de fusillades, de genre de choses très violentes au moment de l'accession au pouvoir en 1933. Et du coup, il y a aussi cette identité autour du club de l'antinazisme vraiment primaire, et donc le côté rattachement donc à ça l'Est. explique tout leur positionnement. En fait, même aujourd'hui, c'est pas complètement un vrai club de hipsters, ils ont toujours été un peu à part. Non, ils ont toujours été à part, et aujourd'hui, bon, on en reparlera, mais évidemment, il y a ce positionnement, ce club très ancré à gauche. Et pour autant, quand ils étaient en RDA, donc sous un régime communiste, ils s'opposaient largement au pouvoir liberticide. C'est en fait l'ADN de ce club, au-delà même de son positionnement politique, elle est surtout rebelle, et c'est une sorte d'anti-establishment et d'anti-pouvoir. Un club de hippies, quoi. De hippie, mais pas dans le sens. Non, mode, mais c'est un club populaire vraiment au sens propre du terme, comme on l'entend. Exactement. Et le moment en fait qui est très important pour l'histoire du club, un des moments très importants pour l'ensemble des clubs de toute façon d'ex-RDA, c'est la réunification allemande en 1990, où tout ce qui existe, mais c'est quelque chose qui traverse toutes les strates de la société, et le football en fait partie, mais notamment pour un poids économique et historique, c'est qu'en réalité la RFA l'emporte sur la RDA parce que le communisme et le mur tombent. Et du coup, les clubs de l'actuelle Allemagne, de l'ancienne Allemagne de l'Est, donc de la RDA, vont quasiment disparaître, ou alors descendre dans les affres des divisions inférieures parce qu'ils n'ont pas les moyens, et parce que l'Allemagne de l'Est et la DFA ne va absolument pas les aider. Au final, même quand on regarde aujourd'hui, c'est plus de 30 ans en arrière. Ouais, il y a très peu de clubs. Il y a très peu de clubs issus de l'Allemagne de l'Est. Les seuls en Bundesliga aujourd'hui. Il y a Leipzig. Il y a Leipzig qui s'est reconstruit sur l'identité cendres, de plusieurs clubs. exactement. C'est ce que j'allais dire officiellement. Je crois que Leipzig, ils sont pas considérés comme un. Géographiquement, ils le sont, mais je sais pas si. Je crois qu'ils sont pas En considérés fait, comme c'était un autre club à Leipzig qui était le Dynamo aussi, où je sais plus comment il s'appelait, mais qui était club hyper fréquenté et tout, gros club de l'Allemagne de l'Est. Et en fait, la franchise, elle a été plus ou moins récupérée par le groupe Red Par Bull. le groupe Red Bull. Il y a eu le club de Dresde aussi qui a pas mal marché, Dresde, ouais. le Dynamo Dresde qui a pas mal marché Qui est un des gros clubs populaires d'Allemagne de l'Est. dans les années 90. Mais pour répondre à ta question initiale, Jules, évidemment que l'Union n'a jamais été un grand club dans le patrimoine footballistique allemand. A priori, leur seul titre, c'est un titre de champion de 3ème division en 2009. Ils ont été vice-champions d'Allemagne une seule fois, mais c'était en 1923, à l'époque où a priori le football n'était pas encore à ce niveau-là. Ils ont gagné des coupes de Berlin aussi. Ouais, des coupes de Berlin. J'ai découvert ça. Ouais. Mais comme voilà. Berlin a été coupé en deux, c'est une coupe de 50% de Berlin. Je pense Ouais, que ça doit être assez particulier. La semi-coupe de Berlin. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, voilà, c'est pour répondre à ta question. Non, ça n'a jamais été une place forte du football allemand. Et effectivement, donc quand on revient au moment de la réunification allemande, la majorité des clubs d'Allemagne de l'Est vont disparaître dans les divisions inférieures. À deux reprises, en 93 et en 94, l'Union va demander une licence pro pour pouvoir accéder à la 2ème division, qui va lui être refusée notamment pour des soucis financiers, mais aussi parce que la DFA ne veut pas aider les clubs d'Allemagne de l'Est. Et c'est là où en fait ils vont avoir une longue descente aux enfers, où ils vont connaître la 3ème, la 4ème division, la 2ème division. Alors il y a une belle épopée en 2001, où en 2001 ils montent la même saison où ils montent en 2ème division. Ils vont aussi en finale de la Coupe d'Allemagne. Ils font un beau petit parcours, je crois qu'ils éliminent Cologne ou un historique du foot allemand, et ils vont juste perdre en finale contre Schalke 2-0. Mais c'est un peu, jusqu'à les années très récentes, c'est le seul fait d'armes de ce club-là. Ok, donc footballistiquement, etc., c'est-à-dire que cette épopée de 2001, elle marque pas le début d'une restructuration ou d'un potentiel rachat, etc. C'est pas forcément suivi d'actes. C'est vraiment que très récemment qu'ils ont commencé leur ascension. Ouais, Ok. Une fois cette période passée, on enchaîne crises successives, et c'est un peu les montagnes russes du côté de l'Union, et ça traduit aussi ce que disait Flo sur le fait que très peu d'investissements ont été faits qui ont pu structurer un peu ce club à sa base, et en fait du coup, à part faire quelques one-shots qui remplissent les caisses à un moment donné, on n'est pas vraiment sur un club qui est ni structuré ni très ambitieux dans son fonctionnement, quoi. Ouais, t'as pas de vision à moyen terme, quoi. C'est que juste en gros ils vivotent et puis ça leur allait très bien jusqu'à récemment. Alors qu'il y a un potentiel, parce qu'on sait que Berlin est la grande ville d'Allemagne à qui il manque un club. Alors certes il y a le Hertha, mais c'est pas le club le plus populaire. Et en plus, quand on parlait de cette saison 2000-2001, ils font finale de coupe, ils remontent en 2ème division. Via la finale de coupe, vu que Schalke est évidemment qualifié, ils vont en coupe de l'UEFA, donc il y a un potentiel. Ils sont européens alors qu'ils sont en 2ème division. En barrage, ils sont pas qualifiés directement. Ils sont en barrage, ils passent en premier ouais. tour, ils sont éliminés par un club bulgare, je crois, après. Mais il y a quand même ce côté, ils sont en 2ème division et pourtant ils vont en Europe. Il y avait quelque chose peut-être à construire, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a des investisseurs. Alors après, on sait que le fonctionnement du foot allemand, avec la règle du 50+1 est particulière, mais qui est raté dans la construction du club.
Et tu parlais, on parlait un petit peu des montagnes russes, mais en 2001, donc pour la saison de 2001-2002, donc ils sont qualifiés pour la Coupe de l'UEFA. Seulement 2 ans plus tard, en 2004, il va y avoir ce qu'on appelle la Bluten for Union. Je vais laisser Flo faire la traduction après parce qu'il est quand même meilleur que moi. Voilà, c'était un moment où la situation économique du club était absolument catastrophique, à tel point qu'ils étaient vraiment menacés de dépôt de bilan. Et Flo nous en avait parlé dans une petite chronique l'année dernière, mais c'est à ce moment-là que les supporters se sont mobilisés et qu'on voit vraiment la ferveur qu'il y a autour de ce club-là, puisqu'il y a près de 8000 supporters qui se sont mobilisés pour sauver le club en renflouant les caisses à travers les dons de sang. On sait que les dons de sang sont rémunérés en Allemagne, et c'est à travers ce système-là qu'ils ont réussi à maintenir le club économiquement. Ouais, donc ça donne quand même une idée, parce que là on parle quand même de don du sang, d'avoir des supporters qui sont quand même super dévoués pour leur club, quoi. On n'est pas juste le mec qui supporte de loin et qui est content de mettre un billet chaque année. Exactement, Val le disait très bien, c'est en 2004 pour sauver le club de la faillite, sauf que le club, la gestion administrative est catastrophique. En 2008, ils sont de nouveau au bord de la faillite et surtout ils doivent rénover le stade pour toujours être aux normes et pouvoir continuer à accueillir les matchs parce que le stade est quasiment en train de s'écrouler. Et à ce moment-là, le club n'a absolument pas les finances pour financer ces travaux. Et à nouveau, les supporters vont se dévouer. Ils vont être plus de 2500 bénévoles à construire eux-mêmes des tribunes et à reconstruire des tribunes, à participer à la rénovation du stade. En cumulé, c'est 2500 bénévoles à peu près qui vont donner plus de 140 000 heures d'heures de bénévolat pour reconstruire le stade. Ça fait penser à de sombres heures de travail gratuit à l'est de la frontière. C'est une vraie tradition. Mais non, voilà, on voit du coup, vrai dévouement. Ouais, il y a un dévouement et surtout c'est un club qui a une image genre super populaire, genre de manière générale, même dans le reste de l'Allemagne. Ouais, et il y a aussi ce truc de, en fait, ce dévouement, il vient pas de nulle part. Et moi, je réinsiste aussi sur ce côté identité très identifié dans ce club-là. Je vais juste, il y a une petite anecdote, c'est la chanteuse Nina Hagen, qui est un peu star punk, new wave en Allemagne, qui chante l'hymne de ce club, donc qui s'appelle Eisern Union de Fer, qui commence par des paroles nous sommes de l'Est, etc. Donc très identifié à l'Est. Mais Nina Hagen, elle quitte Berlin-Est en 1976 parce que son beau-père est déchu de nationalité. Donc elle est obligée de se réfugier à l'Ouest. Et en fait, ça, je trouve que ça traduit assez bien le côté un peu ambivalent de l'Union. C'est-à-dire, on est à la fois de l'Est, c'est dit dans l'hymne dès la première phrase, etc. On s'oppose ouvertement au Dynamo, machin. Mais à la fois, on est obligé de le quitter, on ne sait pas tellement comment se positionner. Donc en fait, je pense que ce club, il doit fédérer autour de certaines questions que nous, on a du mal à comprendre depuis notre point de vue français, mais qui doivent être assez importantes pour des gens qui sont de Berlin-Est, mais qui n'étaient pas forcément en phase avec ce qui s'est passé. Je pense que c'est assez généraliste, on a pas mal tous vu en histoire, etc., lié sûrement à l'histoire de ces familles de Berlin-Est, où tu avais plein de comportements très bipolaires et très schizophrènes, parce que ça a été coupé, qu'ils étaient partis entre les deux, et c'est vrai que je pense que du coup, l'Union représente à fond la mentalité de ce quartier-là. Et du coup, c'est leur maison, quoi. C'est-à-dire, si tu t'identifies à un truc qui a autant de symboles... bah oui, t'es prêt à donner X heures de travail. T'es aussi prêt à donner quand t'es obligé avec un flingue. Mais ça, c'est encore autre chose. Il ne se passe plus rien de quand t'as des aboiements de bergers allemands au loin. Mais en vrai, cette culture club là dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un truc qui est vraiment ancré. Alors c'est peut-être des petits détails, mais il y a des éléments qui montrent que c'est vraiment un truc familial, vraiment propre à soi-même. Par exemple, une maxime qui est écrite sur le nom du stade, enfin qui est écrite dans le stade, c'est normalement les clubs ont des fans. Mais chez nous, ce sont les fans qui ont un club. Alors, quand ta maison menace de s'écrouler, tu peux faire les travaux toi-même. Ça, c'est évidemment. Ça fait écho à 2008. Ça fait écho à 2008. Mais voilà, c'est des petits éléments comme ça qui font que vraiment, c'est un club qui est ancré via ses supporters. Il y a aussi tous les ans une fête de Noël qui est organisée où il y a plus de 30 000 supporters qui viennent se rejoindre autour du stade. Donc voilà, ce côté très familial, très ancré dans la culture locale, Mais ce que je trouve du coup vraiment dingue, Flo en parlait tout à l'heure, c'est que entre l'épopée de 2001-2002, entre cet attachement des supporters, entre la place laissée à Berlin pour le foot, parce qu'il n'y a personne à part le Hertha, etc., c'est de se dire que c'est presque gâché que ce club commence à peine à doucement se développer, alors qu'il y avait vraiment un truc à faire. Ouais, complètement. Surtout que quand on parlait des supporters, c'est des supporters qui se déplacent en masse. C'est pas juste, on parle de 2500 bénévoles ou du 1000 qui vont donner leur sang. C'est qu'en D2, en D3, ils sont 14 000, 15 000 personnes au stade tout le temps. C'est un stade en plus qui est vraiment. Il y avait même plus de personnes en Ligue 2 sur les 5 années en Bundesliga 2 là, que l'année dernière en Bundesliga. Et par exemple, la spécificité du stade, donc c'est le stade de la Vieille Forêt, parce que le quartier de Köpenick, justement, il y a une grande forêt juste à côté de ce stade. C'est un stade qui fait un peu penser quand on parlait à l'Union Saint-Gilloise, alors plus gros, mais c'est un stade seulement de 22 000 places. Quand on voit le gigantisme de certains stades allemands, c'est un stade plus petit, mais pour autant, il y a une seule tribune assise.
sur les 4. Tout le reste, ce sont des tribunes debout, et ça, c'est un côté assez incroyable. On encourage tout le monde. Il y a pas mal d'articles assez intéressants sur le sujet. Il y a un vrai lien de cousins entre l'Union de Berlin et l'Union Saint-Gilloise, et qui se retrouvent cette année en Europa League. Ils sont très contents. Moi, j'ai des potes supporters de l'Union. Ils sont ravis d'aller voir les cousins allemands, quoi. Et il y a ce côté aussi très populaire en deuxième division, etc. Ça l'était aussi en troisième division lorsque c'était le cas. C'était les plus grosses affluences de troisième division, etc. Mais il y a ce côté un peu où l'Union Berlin, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment envie d'être récupérés. Alors pas sur le modèle de c'est mon club et je veux pas que tout le monde aime mon club. Mais il y a ce côté à se dire... c'est un modèle qui finalement ne peut pas être plus étendu que ça. Oui. Il est familial, etc. Et si on l'étend, alors il meurt, quoi. Et je pense que on est encore dans un truc un peu schizophrène. Ils peuvent pas rentrer trop dans le vrai monde du foot aujourd'hui parce qu'ils perdraient les valeurs auxquelles ils sont attachés. Et l'Union Saint-Gilloise qu'on connaît bien, ils ont ce côté-là aussi, c'est-à-dire ils sont à la fois ravis d'être au centre de l'attention. Enfin, on tape Anderlecht tous les week-ends. Ils ont pas envie non mais plus à la de fois, le devenir modèle risque de mourir si ça se développe trop et si ça mondialise trop. Mais à tel point, pour revenir à l'Union de Berlin, pas l'Union Saint-Gilloise, à l'Union de Berlin, que pour le coup, quand ils sont montés en Bundesliga, il y avait une grande division auprès des supporters et des socios, ce qu'on appelle les Mitglieder en Allemagne, à savoir, mais est-ce qu'on a vraiment envie de cette montée parce que est-ce qu'on va pas être accaparé par le foot business? C'était vraiment une question qui se posait dans les tribunes. Mais en vrai, il y a plein d'anecdotes qui montrent du coup tout l'attachement et le système un peu incongru au final de ce club-là aujourd'hui. On va avancer un peu parce qu'on pourrait en parler longuement et je pense que voilà, il y a plein d'articles qui se trouvent facilement si vous voulez creuser le sujet, qui montrent à quel point ce club il est assez anachronique au final. On n'a pas l'impression de suivre un club de foot des années 2022 et c'est d'autant plus ce qui est cool de voir la surprise de les retrouver leaders de Bundesliga aujourd'hui. Juste comment on en est arrivé là en fait du coup. Est-ce qu'on peut retracer les 4-5 dernières années où du coup l'Union est devenue... Parce que dès qu'ils remontent en Bundesliga, moi je me rappelle que ça marche bien. Ça remonte peut-être un tout petit peu avant, même 6-7 mois avant, où l'Union va engager un nouveau coach qui s'appelle Urs Fischer, qui est toujours le coach en place. Pour contextualiser un petit peu, Urs Fischer c'est un ancien joueur suisse qui a fait une grande partie de sa carrière dans 2 clubs, donc le FC Zurich et le Saint-Gall. Et il va commencer sa carrière d'entraîneur un petit peu plus tard, en 2008, justement au FC Zurich, où il aura fait une bonne partie de sa carrière. D'abord avec les jeunes, ensuite avec les pros. Et puis il va partir au FC Thun, où il va déjà le FC Thun qui est un immense club. Non, je rigole, personne ne connaît ça, mais il a quand même réussi à les amener 4e du championnat suisse avant de partir à Bâle et gagner 4 titres en l'espace de 3 ans, 3 championnats et une Coupe d'Europe. Et le paradoxe de cet entraîneur-là, c'est qu'on se dit, il est quand même promis à une belle carrière d'entraîneur et il va prendre une décision assez surprenante à ce moment-là. Donc on est en 2017, le dernier titre avec Bâle c'est en 2017, et il va prendre la décision de redescendre en 2e division allemande pour aller entraîner l'Union Berlin. C'est un choix qui s'avère payant puisque évidemment 6 mois après il va remonter en première division, il va monter en première division avec l'Union, et ensuite le parcours qu'on connaît depuis 3-4 ans avec des résultats. C'est intéressant, on retrouve un peu les valeurs du club où ils ont suivi ce coach-là du coup quand même sur la longueur, tu vois, ils l'ont pas lâché et ils ont pas voulu faire n'importe quoi. Aujourd'hui ça marche très très bien avec ce gars-là. Est-ce qu'il a des préceptes tactiques très clairs ou est-ce qu'il s'adapte à ses équipes? Tactiquement, c'est un mec qui va plutôt s'adapter. C'est pas forcément un maître tactique, et on va même pas vous vendre comme, l'Union Berlin comme étant l'équipe la plus joueuse. Ce qui se caractérise par contre toujours dans ces équipes, que ce soit à Thun, à Bâle ou surtout aujourd'hui à l'Union, c'est que c'est une équipe qui se dépouille sur le terrain. C'est une équipe qui physiquement généralement bouffe ses adversaires. De toute façon, c'est assez simple. Et là, c'est peut-être la difficulté cette saison avec les matchs tous les 3 jours avec l'Europe, c'est que c'est une équipe qui, quand elle fait plus de kilomètres que son adversaire, quasiment à chaque fois elle gagne. Et c'est l'équipe qui court le plus en Bundesliga depuis 2018-2019. Ils sont quasiment en moyenne 117 km. Ce qui est énorme, c'est beaucoup. Énorme. C'est quasiment 20 km de plus parcouru que le PSG. Le PSG à 62 environ, non? Le PSG est assez régulièrement en dessous de 100, ce qui est très peu. Et donc non, ce qui les caractérise, c'est vraiment cette densité physique, cette supériorité physique, cet engagement, et c'est aussi avoir un bloc très compact. Là en ce moment ils jouent, alors depuis qu'ils sont montés, ils jouent en 3-1-4-2, mais ce qui est surtout vraiment clair, c'est que ils s'embarrassent pas à avoir la possession du ballon, ils se contentent d'un 41-42% en moyenne. Par contre, la deuxième pire possession. Ouais, c'est la deuxième plus basse, mais justement je dirais pas pire parce que l'exploitation des contres, elle est incroyable, et on voit tout de suite les automatismes pour le coup qui sont créés sur les situations de contre. Et par contre défensivement, ce qui est un enfer pour les adversaires, c'est qu'il y a très très peu d'espace entre les lignes. La ligne des milieux, la ligne des défenseurs elle est à la fois assez haute mais très très resserrée. Donc c'est vraiment pour que les gens se fassent un une gros idée, bloc très compact. Pour que les gens se fassent une idée très claire, c'était la comparaison que toi tu nous faisais en off avant l'émission, où tu disais que ça te faisait un peu penser à France 2018 quoi. C'est comme ça, les gens voient très bien quel style de jeu on est. Ouais, peut-être en plus intense, avec plus d'émotion, parce que c'est vrai que le côté dépouille il est là, et France
2018, il y avait moins d'émotion, mais oui, c'est un peu ça. Ouais. Tactiquement, ça va vite dans les transitions. Ouais, c'est très Et c'est resserré derrière. très resserré, très solide. Il y a un vrai truc qui illustre ça, c'est la meilleure défense du championnat, et c'est pas rien quand on sait qu'en Bundesliga les équipes sont quand même très ouvertes, très penchées sur l'offensive, et ben là justement c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une telle réussite. Et voilà, donc 6 buts encaissés seulement depuis le début, et c'est une équipe, comme on l'a dit Flo, qui est très très agressive. C'est l'équipe qui commet le plus de fautes, mais de manière intelligente, puisque c'est l'équipe qui prend le moins de cartons jaunes dans le championnat. Donc voilà, ça illustre un petit peu aussi toute la mentalité qu'essaie de transmettre Urs Fischer à ses on est joueurs. on fait souvent la dichotomie entre les deux styles de coach, les managers humains, les managers plus tactiques et tout. Là, on est sur un manager humain qui emmène ses groupes avec lui, et ça repose surtout là-dessus, quoi. Après, j'imagine que lui, on n'est pas sur des styles de club avec un manager à l'anglaise qui gère tout, etc. Donc, il a fallu aussi lui donner les joueurs pour adhérer au projet, et qu'il y a un mec qui a une vision plus large qui est derrière tout ça. Ouais, c'est une grosse force, c'est que déjà on a ce modèle allemand où les présidents sont pas forcément à beaucoup s'immiscer. Par contre, c'est le sort de directeur sportif manager qui est Oliver Runert, qui est là depuis à peu près 2015 ou 2016 au club, donc qui a vraiment connu la deuxième division. 2017, ouais. Mais c'est lui qui a mis Urs Fischer en place, c'est lui qui lui a fait confiance. C'est lui qui est un peu la base du renouveau, quoi. C'est lui qui est à la base du renouveau et qui a toujours su recruter malin, peu importe la division et les objectifs en championnat, que ce soit en Bundesliga 2 ou en Bundesliga du club. Par exemple, bon, il a toujours su acheter des joueurs pour ensuite les revendre sans pour autant que à l'époque Union ça en fasse des stars incroyables, et en même temps il n'a pas non plus peur de se dire je ne suis pas un club qui va faire du trading. Il faut savoir aujourd'hui que l'Union Berlin c'est le club à la moyenne d'âge, je crois que il est dans le top 3 des clubs où la moyenne d'âge est la plus élevée, c'est même le premier, ouais c'est ça. Ils ont encore je crois 3-4 joueurs qui étaient là à l'époque de la D2. Donc mine de rien, c'est pas mal, surtout Trimmel qui est le piston droit qui peut aussi glisser au milieu ou en défense, mais qui est vraiment une sorte de l'ADN de ce club qui est là depuis presque 10 ans maintenant. Et qui est capitaine de l'équipe. Et qui est capitaine évidemment de l'équipe, qui est là depuis 2014, donc lui c'est vraiment une sorte de base de cette équipe. Et on en revient aux valeurs du club. Exactement. Et après, là où Runert est très bon, c'est qu'il sait que de toute façon, financièrement, le club pourra pas retenir beaucoup de joueurs. Là, on a Aounoyi qui est parti cet été pour plus de 20 millions du côté de Nottingham, qui avait mis 15 buts la saison dernière. Il y a Max Kruse qui avait fait des 3 premières saisons en Bundesliga incroyables, qui était le numéro 10 de l'Union, qui est retourné alors dans un gros club, lui qui est du côté de Wolfsburg, et qui a même redécouvert la sélection grâce à l'Union. Il y a Schlotterberg qui est maintenant au Borussia, qui est passé par le club. Et voilà, il y a toujours eu une sorte de recrutement malin. On a aussi Andrich qui maintenant est à Leverkusen. Parce que Max Kruse, ils l'ont bien relancé parce que à l'époque c'était quand même un beau joueur de foot, quoi. C'est la spécialité du club, c'est de relancer aussi des mecs qui sont pas forcément les plus grandes stars et toujours savoir se régénérer. On va revendre un joueur, on va rechoper un mec derrière. On va pas forcément prendre un type de 17-18 piges. Par contre, on va être capable de prendre un mec de 25 ans qui a été mis sur le banc ces dernières saisons. Un peu comme avec Haraguchi là, cette saison, qui est un ancien d'Hanovre, qui est assez bon techniquement et qui était promis à des choses un peu plus hautes, et ça marche bien cette année, quoi. Et pour compléter un peu ce que disait Flo sur la cellule de recrutement, il faut savoir que c'est une cellule de recrutement qui est pleinement intégrée à la direction sportive, avec lequel ils échangent tous les mois, ils se réunissent chaque semaine avec des possibles candidats pour le recrutement. Voilà, c'est une liste de cibles qui est actualisée en permanence en fonction des besoins de l'équipe, des les besoins de clubs qui l'entraîneur. bossent comme ça. Bah ouais, c'est pour ça, marrant. mais j'invite Vincent Ponceau et Bruno Chéroux à écouter un petit peu Tu sais, cette quand t'as émission, pas parce d'argent, que- du coup, t'es plus obligé de travailler. Bah c'est ça. fou, hein. Ouais. Ouais, m'en parlez Mais pas. cet été, pour le coup, ils ont vraiment très très bien travaillé. Ils sont allés chercher un défenseur central. Alors, ils ont une de Porto en prêt avec option d'achat qui est Diogo Leite, et qui est quasiment la révélation de la Bundesliga au global, qui est défenseur central Diogo Leite. depuis le début. Mec, ça fait 5 FIFA qu'il a un potentiel énorme. Il suffisait de jouer à FIFA. Depuis le début de saison, c'est une des révélations. Ils ont aussi cherché Morten Torsby qui jouait à la Samp l'année dernière. Attends, et qui est un avant qu'on aille trop sur le Ouais. mercato, parce que pour que les gens prennent bien conscience de la manière qu'ils ont de bosser, il faudra qu'on parle un petit peu aussi de leur budget, de l'évolution de ce budget-là, parce que tu peux avoir les meilleures idées de la Terre, si t'as pas de thune, quoi. Mais déjà, le budget, il est forcément conditionné au modèle. Le fait qu'on soit sur le modèle qu'on peut appeler définir associatif, coopératif, ça dépend un peu de comment est-ce qu'on voit les choses, mais en tout cas limite les investissements extérieurs, et du coup limite de fait son développement économique. C'est la fameuse règle du 50+1. Oui, voilà. exactement. On a beaucoup parlé sur ce podcast-là, il y a plein d'articles qui le détaillent pour ceux qui ont un doute sur le fonctionnement. Et juste pour vous donner deux petits éléments là-dessus, on est quand même sur un club qui est à Berlin. Berlin, c'est je sais pas combien de fois Paris, c'est une des plus grosses villes européennes. Pourtant, il semble à Berlin, quand on se renseigne un peu sur les différents clubs, que le club qui soit identifié comme repérer des talents, les former, etc., c'est plutôt le Hertha. Donc eux, ils sont pas réputés non plus pour avoir un centre de formation incroyable, ils sortent pas de joueurs tous les ans.
Et en plus de ça, l'année dernière, quand ils finissent à la 5e place, c'est le 15e budget de la Sur de 18, toute la- hein. Ouais, ça, sachant que c'est un exactement, sur championnat 18. Et sachant que les années d'avant, c'est le 17e, donc l'avant-dernier budget. C'est quand même des. Donc, du coup, en fait, on est vraiment sur un club mentalité. Vraiment, c'est ce qui fonctionne, quoi. C'est la course. Donc, ça se lie aussi aux préceptes tactiques. Et on a aussi des perspectives de développement qui sont relativement limitées. Donc, à voir aussi jusqu'à quand est-ce que cette formule va marcher. On parlera un peu de perspective tout à l'heure. On se dit juste un mot. Tu avais commencé, Flo, sur un peu le mercato, ce qui a changé par rapport aux hommes de l'an dernier, parce que mine de rien, ils ont quand même vendu pas mal d'hommes de base qui leur ont permis d'avoir leur qualification en Europa League de l'an dernier, et ça marche toujours aussi bien, voire mieux, parce qu'ils sont premiers là. Ouais, alors déjà, un truc qui est impressionnant, et ça, c'est la capacité de Urs Fischer et de la cellule de recrutement, c'est que les joueurs s'intègrent tout de suite de façon ultra efficace. C'est vraiment la spécialité, mais après c'est aussi le fait de cibler bien ces joueurs, Exactement. de savoir comment est-ce qu'ils peuvent se construire. Hein. Et donc On dit la même chose de Lens en France. C'est ça. exactement. On parlait de Diogo, donc je parlais de Diogo Et de Leite, Lebris. qui est la révélation au poste de défenseur central. Moi, il y a Morten Torsby qui vient de la Samp, que j'ai beaucoup vu l'année dernière, ces dernières saisons en Serie A, j'ai pas trop compris. Dont on parlera probablement dans un carton vert aussi. C'est possible. Parce que c'est un joueur très Et engagé. j'ai jamais trop compris pourquoi il n'avait pas été pisté par un club un petit peu plus gros, type Fiorentina ou je ne sais pas. Mais bref, et là en tout cas ils ont perdu Awonioi, donc qui est parti pour plus de 20 millions du côté de Nottingham. Ils sont allés chercher un attaquant que Jules connaît bien, qui est Jordan Siebatcheux, qui était aux Young Boys. Ouais. Ils l'ont associé à Becker, qu'ils avaient été chercher je crois un an plus tôt dans le championnat hollandais, qui a une formation Ajax. Et Jordan Siebatcheux, ce qui est magnifique, c'est qu'il est en train de partir sur une carrière où il va réussir absolument partout sauf au Stade Rennais, et ça on aime bien les joueurs comme ça chez nous. Exactement. Et petite anecdote sur Geraldo Becker, c'est le cousin de Dil Rosun. Ouais, c'est le cousin d'Il Rosun, il est hollandais, mais il joue maintenant pour la sélection du Suriname. Et les deux, ils font un super début de saison. Hein. Ils sont à, je crois, 3 buts et 2 passes D pour Siebatcheux, 6 buts et 3 passes en 7 matchs pour Becker. Donc c'est une attaque qui s'est très bien trouvée. Et après, de manière générale, quand on parlait d'équipe compacte, d'équipe de compte, c'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle fait. Et elle a fait de son stade, donc le stade de la vieille maison forestière, parce que c'est le nom en francisé du stade. Les bureaux, j'avais lu que les bureaux, je crois, sont encore là-bas. Hein. Ouais, non mais c'est assez fou. Et ils ont fait de ce stade une vraie forteresse. Je crois qu'ils ont perdu que 2 matchs sur les 37 derniers. Et genre ça doit être contre Dortmund et le Bayern. Je trouve que Siebatcheux, moi, est absolument la belle métaphore de. Non mais c'est la bonne. Non mais en vrai c'est la bonne métaphore de ce club-là. C'est-à-dire que c'est un joueur à la relance qui a réexplosé dans un club mineur. Donc ça veut dire qu'il garde des yeux sur les clubs en dehors du top 5, que c'est quand même un joueur qui avait du potentiel à l'époque mais qui s'est bien planté, donc qui relance, et c'est quasiment que des joueurs comme ça qui composent cet effectif là, comme Rani Kedira par exemple, qui est donc le frère de oui, Sami Khedira. Non mais tu vois, c'est les gens oui, un oui, peu comme ça. Mais même Torsby on l'attendait plus haut, mais parce que je crois qu'il avait eu des pépins déjà à la Samp, etc. Après la question c'est de savoir combien de temps ça va durer, parce que on l'a dit, le développement il va être plutôt limité, etc. Jusqu'où ils vont aller, à ton avis, toi, au moins cette saison, et même potentiellement, si tu as envie de m'en parler un peu à moyen terme, ce que tu vois pour eux. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour cette saison, honnêtement, quand on fait un départ comme celui-là, on peut s'attendre à une bonne saison. Ils finissent 5e l'année dernière. S'ils reprennent une place européenne, je pense que c'est mérité. Donc, surtout qu'en Coupe d'Europe, on voit qu'ils sont pas encore tout à fait à leur place. Donc peut-être que cette année, ils vont apprendre un peu ce que c'est que la Coupe d'Europe, et peut-être les revoir en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça pourrait être c'est ce que j'allais dire. T'as pas peur qu'avec leur effectif, typiquement, que la Coupe d'Europe soit arrivée très tôt et que ça les pénalise pour le championnat, qui laisse beaucoup de force. Imaginons qu'ils retombent en Conference League, par exemple. Je pense que c'est un bon parcours. Ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder, et ça peut être sympa. Oui, ils sont plus à leur place sûrement d'ailleurs. Voilà. Après, à terme, en fait, d'une part, je pense que leur développement il est limité. Parce que c'est structurel, c'est ce qu'on a expliqué. Et en plus de ça, moi j'ai aussi ce côté un peu, si je me mets à la place des supporters de l'Union, est-ce que j'ai vraiment envie que le modèle il soit autant exploité par nous, Français ou autres ailleurs. Ils finissent sur un podcast à la con qui avait l'11e. Donc c'est bien, ça en dit long, et forcément il y a aussi ce côté-là un peu romantique que nous on a envie de conserver, parce que c'est aussi du foot qui Est-ce que finalement les supporters, ce dont ils rêveraient eux, c'est de se stabiliser en Bundes, de faire une épopée de temps en temps, peut-être potentiellement une petite qualif en Europa, et ça lui irait bien quoi. Je suis assez persuadé de ça dans l'histoire et dans la façon de voir le foot. Après, ce qui est assez dingue avec ce club, c'est qu'effectivement, on connaît le fonctionnement le système et le fonctionnement du foot du foot allemand avec le 50+1, pardon, les difficultés économiques de l'Union, même si ça va bien mieux. Mais en même temps, c'est un club qui progresse année après année. Leur première année en Bundesliga, ils galèrent pas du tout. Ils finissent 11e. L'année d'après, je crois ils finissent dans le top 10. L'année suivante, ils se qualifient pour l'Europa League Conférence. Là, cette année, ils se qualifient pour l'Europa League en terminant à seulement.
Ils finissent 5ème la saison dernière, mais je crois qu'ils sont seulement à 4 points des places Ligue des Champions. Bah, cette année, ils vont peut-être finir par terminer dans les 4 et se qualifier définitivement pour la Ligue des Champions. Sachant que quand ils remontent, ils finissent 11ème, mais je crois que pareil, ils font un départ canon. Hein. Et exactement, et l'année dernière, ils font un départ ultra canon où je crois que jusqu'au mi-avril, début avril, ils sont dans le top 4. Ouais. Et ce qui est assez incroyable en plus avec ce club, et ça me fait penser en fait un peu au Auxerre des années Giroud, c'est que c'est un club. Chacun ses références. Hein. C'est un club qui ne perd pas contre les plus petits que soi. C'est un club qui ne va quasiment jamais perdre contre les plus petits ou les clubs de même niveau et qui va en plus réussir de temps en temps à faire la sensation contre le gros. Là cette année ils ont tapé le Hertha dans le derby, alors de toute façon depuis qu'ils sont remontés ils les tapent tout le temps. Ils les ont tapés, ils ont mis 6-1 à Schalke, ils ont fait match nul contre le Bayern. C'est une équipe surprise contre les gros et qui ne contre-performe pas contre les petits. Donc ouais non franchement ça, ce jeu là ils vont finir par accrocher 1 ou 2 fois la Ligue des Champions peut-être. Ah oui carrément, toi tu les vois en LDC. Toi Val moi sur la saison je sais pas trop, j'ai un peu de mal à me projeter parce qu'il y a cette intensité dans le jeu qui est c'est année de Coupe du Monde en hiver qui est débordante voilà, et puis l'accumulation des matchs avec la Ligue Europa etc. Je pense qu'il y a forcément un moment où il va y avoir une période un peu creuse. Et si je dois me projeter un petit peu plus à long terme, alors il y a ce problème, cette culture qui a aussi un problème structurel qui peut-être fait qu'ils n'iront jamais trop haut. Mais moi je pense que ce qui va être déterminant, c'est l'héritage que va laisser Urs Fischer à la fin de son. Oui, ça peut se péter la gueule derrière. Mandat, et je dis Urs Fischer, mais je parle aussi d'Olivier Runert, qui sont des personnes qui ont posé des bases dans ce club qui sont très très intéressantes. Alors il y avait certes cette culture ancrée avec les supporters, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui a été mis en place au niveau de la structure de recrutement, au niveau des joueurs qui travaillent autour de ce club. On en a pas parlé, mais ils ont quand même il y a 6 recruteurs aujourd'hui dans le club. Il y a des staffs élargis avec des psys, des physios, des recruteurs, donc tout ce qui fait qu'un club aujourd'hui peut fonctionner au très haut niveau. À voir si au moment où Urs Fischer partira, parce que je pense qu'il y a un moment ou un autre il partira, surtout avec les belles performances qu'il est en train de réaliser, à voir s'ils arrivent à pérenniser ce système là et à trouver un remplaçant qui peut être pertinent. Après j'ai pas d'inquiétude à très court terme ou même à moyen terme sur le fait que c'est un club qui va réussir à se maintenir en Bundesliga. Oui, donc on est tous, est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir à un niveau de Ligue des Champions, enfin même pas de Ligue des Champions mais au niveau européen? Moi j'en doute, mais on est tous d'accord pour dire que plus vivre. ou moins il surperforme en ce moment. Ouais. Après on est tous contents, c'est une jolie histoire qu'un club comme ça puisse se permettre au moins d'avoir 2-3 saisons dans ce style-là. Ouais, et puis après avoir perdu de Berlusconi, ça fait quand même plaisir. Ouais, exactement, on fait un extrême à l'autre. Bon bah écoutez, on encourage tout le monde à aller les voir jouer, c'est quand même le mieux de profiter un peu de cette histoire et de pouvoir faire son connard de hipster à dire j'étais là dans 3-4 ans quand ils seront redescendus dans les affres de la Bundesliga 2. Donc voilà, j'encourage tout le monde à regarder de plus près l'Union de Berlin. Même vous pouvez aller au stade faire un tour, il paraît que l'ambiance y est très chaleureuse et d'ailleurs ça vous donnera une autre raison d'aller à Berlin plutôt que de prendre de la drogue dans des vilains hangars sur de l'électro. Je propose que les gars on switch doucement sur vos chroniques. Bon, on va changer un peu d'ambiance, on va passer les gars de Berlin-Est au Brésil et on va commencer avec Val. Vous allez voir, il va y avoir une petite thématique Brésil où on s'est même pas concerté. Val, toi, tu vas d'abord nous parler de sport. Tu es très inquiet pour l'état du foot brésilien. Et oui, je vais peut-être déborder sur la chronique de Flo, mais vous le savez, puisque dimanche dernier avait lieu au Brésil le premier tour des élections présidentielles, opposant principalement le président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro, soutenu pour le plus grand plaisir de Flo par Neymar, et Lula, ancien président de gauche, soutenu pour mon plus grand plaisir par Juninho. Et aussi par Rai d'ailleurs, mais bon, j'ai pas envie de te relancer, j'ai pas envie d'avoir une tirade de Flo, donc je continue ma chronique sans te demander ton avis, et puis je pense que tu vas en parler un petit peu dans ta chronique qui suit. Une élection où le football aura donc joué un rôle prépondérant, chose peu surprenante quand on sait que la moitié des habitants du pays se revendiquent être fans d'une équipe. En titre comparatif, en France, ce n'est que 22% des gens. Bref, une situation politique qui me permet aujourd'hui de faire un petit état des lieux du football brésilien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le football brésilien est à l'image de son pays, puisque plongé dans une crise sociale et économique sans précédent, notamment due à la pandémie, mais aussi et surtout à la gestion désastreuse de Jair Bolsonaro, le Brésil est à bout de souffle et ses clubs de football aussi. Entre ses dirigeants avec des gestions sportives et économiques plus que douteuses, les problèmes de corruption, la violence dans les stades, les terrains d'une qualité à la limite du raisonnable et surtout le déficit de qualité footballistique, on peut dire que rien ne va au pays où le football est roi. Pour vous donner une idée du désastre économique, si on prend le club de Vasco, Cruzeiro et Botafogo, ces 3 clubs étaient endettés en 2020 à hauteur de 442 millions d'euros, rien que ça. C'est pour ça qu'en mai dernier se sont réunis les présidents de 6 grands clubs brésiliens, parmi eux les Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo, Santos, Flamengo et Bragantino, clubs détenus par le groupe Red Bull, que des clubs ayant donc des renommées internationales et qui ont décidé de former l'alliance Libra.
Quel est l'objectif de cette alliance ? Proposer un nouveau modèle de gouvernance pour le football brésilien. Tout d'abord, en se désolidarisant de la CBS, la fédération de football brésilienne, afin d'adopter un modèle Première Ligue où les clubs, à travers un syndicat, seraient décisionnaires. Le second objectif, c'est aussi de réacquérir une certaine souveraineté économique. Comment ? En réorganisant le système de droits TV sur place, puisque depuis 2011, les clubs brésiliens ont le droit de négocier directement la vente de leurs droits TV avec les médias brésiliens et les diffuseurs. Évidemment, ce système favorise certains clubs comme les Corinthians ou Flamengo qui peuvent s'appuyer sur des fanbases au Brésil et à l'étranger assez importantes pour vendre leurs produits, mais ça affecte évidemment les autres clubs qui voient leurs revenus baisser considérablement, donc forcément moins de recettes pour les clubs, donc moins d'investissement pour les joueurs et les structures, et c'est tout un système qui s'affaiblit. L'idée est donc de proposer une nouvelle redistribution plus égalitaire des droits TV qui seront vendus évidemment par package et non plus avec un système de pay-per-view par club, mais aussi une plus grande redistribution vers les clubs de deuxième division pour améliorer les performances globales des deux premières divisions brésiliennes, renforcer l'attractivité et pouvoir vendre à terme les droits TV à l'étranger. Enfin, une troisième mesure pour renforcer la souveraineté économique des clubs, la mise en place d'un nouveau statut juridique. Les clubs brésiliens étaient principalement avant structurés autour d'associations. Ils ont désormais l'autorisation de devenir des sociétés par action de football, l'équivalent en France des sociétés anonymes sportives professionnelles qui permettent notamment de faire entrer dans le capital des investisseurs et ou d'être cotés en bourse. C'est notamment pour ça qu'on a vu des investisseurs un petit peu masochistes à l'image de John Textor investir dans des clubs brésiliens, donc John Textor qui a racheté Botafogo. Il y a eu aussi le fonds d'investissement 777 Partners qui en est à son 57e club acheté cette saison avec Vasco, ou encore les Galaxy Red Bull et City qui ont racheté respectivement Bragantino et qui souhaitent racheter le club de Bahia. Le seul bémol à cette nouvelle alliance, c'est qu'une partie des clubs n'a pas encore adhéré et aucun consensus n'a encore abouti. Ce projet est pour l'instant mené par les grands clubs brésiliens et de nombreux désaccords restent à régler avec les clubs habitués des bas de tableau et de la Ligue 2. Les désaccords se font évidemment sur les montants de redistribution des droits, les clubs de D2 souhaitant une répartition encore plus égalitaire, là encore basée sur le modèle de la Première Ligue. En tout cas, une chose est sûre, le football brésilien doit sortir de ses crises économiques et de nouvelles solutions vers un football toujours plus capitaliste existent. Ouais, t'es inquiet, mais ça bouge quand même. Après, on verra si c'est dans le bon sens ou pas. Mais c'est vrai qu'on avait fait un épisode sur le changement de la Première Ligue, ça revient exactement au même. Moi, j'avoue que je m'intéressais pas du tout au football brésilien, je pensais pas que c'était dans cet état-là. Après, j'ai l'impression que de toute façon, ils forment tous leurs joueurs en Europe depuis 15 ans, donc ils sont pas très inquiets pour ça. Mais en tout cas, c'était intéressant à savoir. Hein. Le comparatif avec la Première Ligue est hyper intéressant parce que tu as l'impression qu'ils ont juste 30 ans de retard sur ce qu'a fait la Première Ligue, alors que c'était une période où le football brésilien était très attractif. On va au Brésil toujours, Flo. Toi, tu vas nous parler plutôt de la situation politique parce que visiblement, ils ont même pas le sport pour s'échapper. En politique, c'est pas beaucoup plus joyeux. Non, et pourtant le sport joue un rôle très important. Val le disait ce dimanche 2 octobre dernier, Lula, toujours sur l'étiquette du Parti des Travailleurs, a terminé en tête du premier tour de l'élection présidentielle brésilienne. Le duel l'opposant évidemment au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro a largement divisé le pays aux 212 millions d'habitants, dont 156 millions d'électeurs. Comme toutes les strates de la société et comme dans aucun autre pays dans le monde probablement, le football n'a évidemment pas échappé à cette fracturation. Dans un pays où le ballon rond est élevé au rang de religion, les joueurs ont largement été instrumentalisés dans cette campagne, comme lors de la précédente élection qui avait vu donc Bolsonaro l'emporter en octobre 2018. Le Trump brésilien, ouvertement raciste, misogyne et réactionnaire, avait ainsi largement bénéficié du soutien d'une majorité de footballeurs, mettant de côté leur origine sociale et leur combat contre le racisme. Une schizophrénie difficile à saisir pour nous, Européens, et qui en dit surtout très long sur la polarisation du pays, et qui serait bien trop complexe à expliquer tant l'histoire du Brésil, la fin tardive de l'esclavagisme, son métissage ou ses inégalités semblent plus que jamais une plaie toujours ouverte. Alors que cette élection a vu nombre de figures publiques brésiliennes se positionner cette fois-ci en faveur de Lula, comme la chanteuse Anitta, le youtubeur Felipe Neto ou l'ancien tennisman Gustavo Kuerten, les footballeurs à annoncer leur soutien à Lula ont été rares, et plus encore chez les joueurs en activité. L'ancienne gloire lyonnaise Juninho s'est lui à nouveau clairement engagé en faveur de la gauche brésilienne et de Lula, allant jusqu'à apparaître dans le clip de campagne de ce dernier. Mais surtout avec des prises de position fermes et réfléchies, aussi précises que ses coups de patte, allant jusqu'à interpeller ses concitoyens. Bolsonaro profite des évangéliques parce qu'au Brésil c'est très fort, c'est un pays qui ne réfléchit pas tout seul. Si on discute avec Neymar porte fermée pendant 10 minutes, je pense qu'il va comprendre les choses. Une réflexion rare de la part de Juninho chez les footballeurs, même s'ils ont été bien moins nombreux cette fois-ci à afficher publiquement leur soutien à l'ancien militaire. Mais il y a 4 ans, et durant l'intégralité de son mandat, Bolsonaro a su fédérer une majorité de footballeurs brésiliens avec des thèmes simples, pour ne pas dire simplistes, les touchant directement. Impunité face à l'insécurité, baisse des impôts pour les plus riches et surtout fondamentalisme religieux ultra-conservateur avec des prises de position anti-avortement, anti-LGBT et surtout très homophobes.
En s'assurant le soutien des évangélistes, Bolsonaro a ainsi réussi à s'arroger un vote massif des footballeurs, adeptes de cette pratique religieuse en vogue chez eux. De Ronaldinho à Dani Alves, de Rivaldo à Lucas Paqueta, de Cafu à Alisson Becker, la liste des soutiens paraît sans fin, malgré les profils sociologiques et personnels très différents, comme unifiés par la primauté des valeurs religieuses conservatrices évangélistes. Si cette année les soutiens publics se font donc plus rares, notamment pour des raisons d'image, certains joueurs se sont encore démarqués par leur soutien invétéré à Bolsonaro. Comme Lucas Moura, l'ancien attaquant du PSG qui revendiquait et a assumé clairement son choix de la sorte. Je n'ai aucun problème à donner mon opinion à ce sujet. Je suis un conservateur de droite. Je suis des principes chrétiens et familiaux. Je ne vois pas de candidat à la présidentielle parfait, mais je ne peux pas nier que Bolsonaro est celui qui se rapproche le plus de ce en quoi je crois. Lula soutient tout à ce à quoi je suis opposé, l'idéologie de gauche, le socialisme et même le communisme qui n'est rien d'autre que du nazisme. Soutenir Lula est presque impossible. Je l'ai pas vu ce OSS 117. Ouais, ça date d'il y a 10 jours. Un message évidemment fort autant que choquant dans son raccourci et sa conclusion. Mais le soutien à Bolsonaro qui a fait le plus parler est bien celui de la star de la sélection Riverde, Neymar, suscitant à nouveau, une nouvelle fois, les divisions à son sujet dans son pays natal. Une proximité non voilée entre les deux hommes qui, durant ces 4 dernières années, ont régulièrement affiché leur proximité. Une position surtout qui s'oppose à l'une des vraies grandes idoles du PSG, l'ancienne gloire des années 90, Rai. Le petit frère du regretté Socrates a ainsi tout au long de sa carrière et de sa vie continué le combat de son frangin et mentor pour une plus grande justice sociale, aux côtés notamment de figures de la fameuse démocratie corinthienne, comme Walter Casagrande qui parlait de Neymar en ces termes. Neymar s'est comporté comme l'un des pires citoyens brésiliens qui puissent exister sur la planète. Il est le miroir de Jair Bolsonaro. Revenu vivre à Paris un admirateur de la France, dont il porte également la nationalité depuis 2016 et où il étudie sur les bancs de Sciences Po actuellement, avant de retourner apporter son savoir à son pays. Rai non, clairement pas. Rai s'est ainsi posé en figure médiatique de l'opposition à Bolsonaro au Brésil comme en France. Si Neymar de son côté continue de marquer Paris par son talent aussi épisodique qu'évident, un sentiment de gâchis immense et des attitudes et comportements d'enfant gâté, témoin d'une relation tumultueuse avec les supporters, Rai de son côté ne cesse de renforcer un statut de porte-parole éclairé de son pays, aussi bien que d'idole et de fierté ultime des supporters rouges et bleus, cultivant l'histoire d'amour avec Paris. Un statut auquel Neymar ne pourra jamais prétendre, ni à Paris, ni au Brésil, et ce peu importe le reste de son aventure footballistique. Ça commence à devenir personnel sur la fin de ta chronique. Je pense que, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que Flo nous fasse une petite chronique sur la démocratie corinthienne, un petit old fashion dans les semaines à venir. Ah bah, je sais qu'il va arriver ce petit épisode. Non, mais ouais, mais moi, ça me fait. C'est l'autre ministre, au final, l'autre ministre française, là, sur qui tout le monde est tombé l'autre fois, qui a dit oui, mais les joueurs de foot, faut pas trop leur en demander et tout. Bah, en fait, elle a raison. Je pense qu'il faut pas trop leur en demander. Vaut mieux qu'ils continuent à jouer au foot ou alors qu'ils. Ouais, on n'a pas envie d'être d'accord avec ça, mais c'est vrai, quand on voit le cas du Brésil, on a envie. Non, mais t'en reviens à ce moment-là. Et puis après, c'est vrai que tu finis par te dire, les mecs ont une influence dingue et en fait, ils ont aucune. Enfin, tu vois, le fait que Lucas dise ça, c'est catastrophique parce que ça va être suivi par plein de gens, etc. Et on parle de types qui ont arrêté, enfin, tu vois, qu'on fait que du foot à partir de 14-15 ans, ils ont aucun recul sur ces choses-là. Il avait déjà été hyper militant bolsonariste en 2018, de mémoire. Il avait déjà été. C'est ce que je disais. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont pas montré cette fois-ci pour des raisons d'image. Il y a énormément de joueurs en 2018 qui avaient soutenu vraiment de façon invétérée Bolsonaro. Et puis au-delà du soutien dans la presse, etc., c'était aussi un énorme soutien financier. Ouais. Ils ont tous, ils avaient tous créé des fondations pour financer la campagne, etc. Ouais, tu vois, donc ça s'arrête pas que à l'influence des déclarations, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est dangereux presque. Neymar, en fait. d'ailleurs, le premier, il avait financé une partie de la campagne de mémoire. Après, Lucas, il était chaud à 22 ans, donc qu'il soit réac si jeune, c'est pas si inquiétant que ça. Bah oui, c'est normal. C'est vrai, mais pour Neymar, en plus, il y a des histoires aujourd'hui avec le fisc brésilien où il doit de l'argent. En gros, Bolsonaro lui a dit apporte-moi ton soutien et on règle cette histoire. Ouais, c'est pratique ça. C'est pratique. Je crois que à l'époque, François Hollande avait fait ça avec Vincent Le Goff aussi. C'était pas avec Éric Le Pen. Encore un move pas très stratégique de la part de François. On va finir sur une note un peu plus légère que tous ces nouvelles un peu banantes du Brésil, avec Thomas qui va nous faire une petite chronique où il va nous parler de classico, d'arbitrage et d'EHPAD. Et oui, exactement. Exactement, parce que vous savez, pour moi, la politique, c'est Bérégovoy et rien d'autre. Du coup, toutes ces affaires sur Jair Bolsonaro, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et cette année, c'est le 16 octobre. À chaque fois que débute une saison, moi je pense qu'à ça. Bah oui, forcément, quand on se fait sortir par tout le gratin européen chaque année, il faut bien que je sois concentré sur autre chose. Dimanche 16 octobre, donc. Je m'y vois déjà.
Il est bientôt 20h30, je suis avec mon pote Alex. On vient de finir le grand restaurant avec Louis de Funès à la projection de 19h, juste après le repas, céleri, rémoulade, bœuf, carotte, île flottante. Alex, il m'en parle souvent du grand Louis. Comme ils ont passé leur certificat d'études ensemble, il en a des choses à raconter. Combien de portes de chambre il a ouvert grâce à ça, ce petit Margoulin. Odette, Suzanne, avec les anecdotes de tournage en nuisette pour démarrer la soirée. Enfin bref, il est pas là, je m'égare. On aura fini le film donc. La salle de bal de l'EHPAD Corian des Merlettes à Sarcelles va se vider progressivement. Ils sont plus nombreux les aficionados comme nous, mais Alex, je sais qu'il sera là. Avec son maillot bleu clair et blanc et moi, portant fièrement le bleu plus foncé avec la bande rouge, floqué Lionel Potillon parce qu'il s'appelle pareil que le Mercier qui avait sa boutique dans le centre-ville d'Asnières avant que les Allemands saccagent tout. Cette année, même si on aura le tensiomètre dans la zone rouge, une réserve de couche-culotte Sphère Santé au cas où, c'est celle qu'Alex a tirée dans la réserve avec Suzanne dans une folle soirée grande vadrouille. À 20 €, soit un peu moins de 131 francs 20 le paquet, j'arrive toujours pas à m'y faire. L'issue du match me paraît pas tellement faire débat. Même si la fraîcheur actuelle apportée par Tudor peut créer la surprise, de toute façon l'important n'est pas là. L'essence du foot c'est bien ça justement. Le petit peut renverser le gros et hop, la Grèce gagne l'Euro grâce à une masterclass de 15 jours de Katsouranis et Bassinas. Ce qui m'inquiète dans ce match, c'est le contexte de cartonite aigu qu'ont les arbitres de L1 cette saison. Pour le moment, on compte 39 cartons rouges sortis sur les pelouses de première division française depuis le début de l'exercice. Record quasi irréel dans la discipline, soit plus de 4 cartons rouges par journée. À ce rythme, on finit l'exercice à près de 165 cartons rouges tout aussi irréels. Cette multiplication, c'est pas le signe du hasard. Si les arbitres dégainent, c'est qu'ils ont des consignes. Et si les arbitres ne respectent pas les consignes, ils perdent des points et l'année prochaine, retour à Niort pour le choc de Ligue 2 contre Bastia. Évidemment, le carton rouge est nécessaire, une faute d'anti-jeu à la 86e alors que l'attaquant part vers l'égalisation, ou une roïquinade dans un genou, il ne se discute pas. Mais je suis pas certain que quand Todibo tape dans le ballon de frustration après un coup de sifflet, ce soit dangereux ou incontrôlé. J'aimerais que les consignes ce soient plutôt de prendre à part Jean-Clair et de lui dire calmement de se détendre parce qu'il risque seulement de sortir de son match et d'en faire sortir ses coéquipiers. Alors quand on connaît les PSG-OM, le talent de Neymar et maintenant ses idées politiques, pour faire découpiller ses adversaires, le climat tendu, les insultes qui partent des tribunes, la rivalité, les rancœurs des années passées, j'ai peur qu'un arbitre trop zélé nous fasse terminer le match à la 55e après la 6e expulsion. Alors pitié, avec Alex, il ne nous reste pas grand-chose et plus très longtemps. Alors messieurs Garibian, Lannoy, consort, revoyez votre copie, échangez la cachette contre du charisme et de la pédagogie, et n'entravez pas trop notre sport à tous, il se joue à 11, et les top rencontres qu'on regarde chaque année en Champions League nous le montrent bien. Un terrain ça se tient, même avec beaucoup d'intensité, sans Walter PPK, celui de James Bond contre Dr No, mon film préféré, qu'on avait vu à sa sortie au ciné, avec Alex, Suzanne, Odette, époque Margoulin, avant qu'ils le gardent les deux. Votre direction technique donne des consignes et vos hommes de terrain les appliquent. Et bien en plus, on reste sur ce qui se fait de mieux en Ligue 1 en la matière. Alors pour ne pas que chaque semaine on vous reproche de participer au climat sécuritaire en France, en ces temps de guerre, de révolte, de crise, montrez-nous qu'au moins dans le sport, le dialogue, la pédagogie, le savoir et la mesure, ça fonctionne. Je savais pas que vous étiez aussi proche avec Alex, avec les 400 coups. Et ce qui me permet, c'est qu'il a pris un exemple d'un joueur qui déconne. Il a dit Todibo. On peut se dire parce qu'il est sanguin et tout. Pas du tout. C'est juste parce qu'il s'appelle Jean-Clair. Ça lui a ramené des souvenirs. Mais je pense qu'on a perdu pas mal d'auditeurs là sur cette chronique. Normalement, on est à République jeune. On essaie de. Non, mais je suis vraiment désolé. On va récupérer les rares gens qui votent encore Bérévogovois, tu sais, qui l'écrivent sur les bulletins. Mais en vrai, t'as bien fait. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce qu'on tape souvent sur le Gret pour un truc plus sérieux. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un s'intéresse à Garibian parce que moi, je le tiens responsable de beaucoup de choses dans le foot français depuis longtemps. Blague à part, c'est vraiment ces histoires de consignes. Ils ont des réunions trimestrielles, etc., des objectifs à remplir. Et du coup, c'est irréel. C'est ce qui donne là le climat qu'on a en Ligue 1. Et même si là, on en rigole, etc., honnêtement, il y a un match sur deux qui est quasi irregardable. Ouais. Parce qu'il y a des expulsions, tout est sifflé. Et quand on regarde la Première Ligue, honnêtement, quand on regarde la Champions League et on voit l'intensité des matchs, il n'y a pas de cartons rouges qui sont sortis pour rien, il n'y a pas de débordement, les choses elles se passent bien calmement alors que les enjeux sont et surtout que sont ça fausse, honnêtement ça fausse vraiment le truc parce que pour revenir à ça, et on en revient aux consignes etc, il y a un truc que j'ai jamais autant vu en Ligue 1, le nombre de cartons rouges, parce qu'il y a des mecs qui dégagent des ballons et en revenant dans la continuité du geste ils finissent sur la cheville d'un mec et c'est hallucinant de sanctionner ça par des rouges, genre faut jamais avoir joué au foot et c'est la règle bête et méchante de au-dessus de la cheville rouge, mais en fait tu vas nulle part quoi, c'est plus du foot. Mais pour revenir à ça, on parlait de la différence avec la Première Ligue, avec des champions, les compétitions européennes. Moi je trouve que surtout on n'a jamais vu autant les équipes françaises en difficulté sur ce sujet-là. On les voit dès qu'il y a une sorte de faute, limite s'arrêter, chercher la faute. Ils sont en manque d'intensité parce que le jeu est ultra coupé et haché en France à cause de ça. C'est vraiment prêt, mais bon, visiblement tout va bien parce que Stéphanie Frappard part faire la Coupe du Monde. Bah c'est ce que disait
C'est ce que disait Oscar Garcia en début de saison avec Reims, c'est que quand Reims sur leurs 6 premiers matchs ils prennent un carton rouge par match à chaque fois au bout de 30 minutes, bah tu peux pas jouer quoi. C'est-à-dire que quand t'as un coach ça va être infernal quoi, tu peux pas développer tes idées. Mais ouais non, cette année c'est un peu inquiétant. Mais en vrai il met bien en perspective ton chiffre de 165 au bout de la saison. C'est fou. Sur ce rythme-là tu te dis on peut pas finir à 165 cartons rouges. Ouais, et puis c'est aussi un parti pris. Enfin, je suis désolé, ce qui me gêne le plus, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ça, c'est ce manque d'ouverture au football, quoi. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, on passe pour des cons, tout simplement, à être dans nos petites certitudes, à être convaincu de faire le policier, c'est bien. Mais en fait, un arbitre, c'est pas un policier. Il y a des métiers différents, etc. Ils ont leurs qualités, leurs défauts, chacun, on s'en fout, mais. Est-ce que dans tout ça, la sonorisation ferait pas déjà du bien? Et on le voit dans les matchs de rugby sonorisés, tu vois la différence de psychologie et d'approche entre les arbitres et les joueurs. T'as pas de policiers et de délinquants, quoi. C'est juste on est ensemble pour faire un match. Bon, après, moi j'ai quand même vu Flo chanter flic, arbitre ou militaire. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un salaire à Bauer cette semaine? Donc aussi vu Val le chanter. alors que Alex et Thomas, ils ont créé la musique. Ils ont créé le slogan. Quand ils en 68, quand ils allaient sur leur crise de la quarantaine, et qu'on était bien content de le faire. Et peut-être que si tout le monde le... Enfin bref, parce que la guerre du Golfe, elle s'est pas faite toute seule. Bon, en tout cas, merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux, maintenant de 7 à 77 ans, grâce à Thomas et Alex. En tout cas, nous, on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'on y a accès, vos partages, vos mots. On continue à essayer de vous fournir un contenu toujours cool et de qualité. Donc, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à nous donner de la force, que ce soit sur Tipeee, ou en partageant, ou en parlant à vos parents, ou même à vos grands-parents maintenant, parce qu'ils vont peut-être retrouver des anciens amis. Nous, c'est ça qui nous aide à grandir, à s'améliorer. On va encore avoir plein de choses la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent. Des formats courts pour vos vilains trajets de métro et des formats plus longs pour vous motiver à aller au sport entre deux raclettes vu la saison qui arrive. Moi je vous dis à dans 15 jours, d'ici là portez-vous bien, baissez le chauffage et matez du foot.